On a fait 3000 personnes, j'ai aussi perdu 3000 euros. J'ai travaillé soit dans des boîtes de prod événementielles, où j'ai un peu étudié toute la chaîne de valeur. J'ai été à la fois à la programmation, puis la communication, la billetterie. Avant tout, il faut être passionné. J'ai vu qu'ils recrutaient des bénévoles jusqu'à fin mai, alors qu'on était déjà en mi-juin. Et pourtant, j'ai quand même fait un mail, j'ai quand même tenté au culot. Et 2 jours après, j'ai eu un retour. Donc le domaine associatif, déjà, il y a pas mal d'événements ou de festivals qui sont organisés sous cette forme juridique. Et c'est aussi un secteur dans lequel on va laisser à des novices la possibilité de prendre des décisions, d'avoir des responsabilités. Monter un événement, on va être finalement autant en concurrence qu'avec une soirée Netflix. L'événementiel, c'est une brique parmi un ensemble beaucoup plus large qu'on appelle le divertissement. Les premiers festivals en Europe, c'est le Liverpool Festival. C'est le plus grand événement de musique électronique au monde. L'année dernière, ils ont accueilli 600 000 personnes pendant une semaine à Amsterdam. On va avoir des restaurants, des banquets dans la forêt avec des chefs étoilés qui vont pouvoir avoir des repas différents. Avant tout, pour créer le positionnement et créer le festival, on est parti de l'ADN profond du cabaret Latoire. Avoir un projet de festival de 10 000 personnes au moment du confinement, je pense qu'il n'y avait pas de nom plus pertinent que Mythopie. On vise la lune et dans tous les cas, tu finis dans les étoiles. Salut tout le monde et bienvenue dans l'Afterwork pour un nouveau format enregistré chez nos amis du studio Telen Podcast et diffusé sur Radioactive. Et bienvenue sur la chaîne d'un festivaliste, puisque cette interview sera aussi publiée sur ma chaîne YouTube. Voilà, donc je me présente Vincent et je suis en compagnie d'un festivaliste, Edgar. Ça va Edgar ? Très bien, merci Vincent de ton invitation, ça me fait plaisir d'être là. Merci de mon invitation. Toi, merci de me recevoir sur ta chaîne YouTube parce que voilà, c'est une première collaboration. On espère qu'il y en aura d'autres. En tout cas, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qu'on adore tous les deux, les festivals de musique. Donc, je suis ravi de t'avoir avec moi déjà. Ça fait un moment qu'on avait cette interview en tête. Et voilà, content de faire ce premier format vidéo avec toi. Tu viens donc nous présenter ton projet, voire on pourrait presque parler de média, un festivaliste, puisqu'il regroupe un compte Insta, une chaîne YouTube, un compte TikTok. En un mot, quels sont les termes que tu abordes dans tes vidéos ? Écoute, l'idée, c'est de découvrir les festivals en général, mais aussi les clubs, les grands événements à travers le monde. Et toujours avec une approche éclectique, parce que j'ai envie de parler de plein de genres de festivals, avec plein de genres de musicaux différents. Augmenter, parce que avant tout, ce que recherchent les gens sur un festival, c'est une expérience. Et qu'est-ce qui fait qu'une expérience est plus intéressante que l'autre ? Et puis éclairer, pour essayer de partager un peu les bonnes pratiques et comment profiter un maximum d'un événement. Avant de parler de tout ça plus en détail, j'aimerais qu'on parle un peu de toi et que tu te présentes pour qu'on comprenne comment ce projet a germé dans ton esprit. Tu viens de Marseille à la base, c'est ça ? Ouais, tout à fait. Écoute, moi j'ai toujours été un grand amoureux de la musique et des festivals. J'ai commencé bénévole, sans trop savoir où je mettais les pieds quand j'étais plus jeune. Comme pas mal de monde. Hein. Exactement, comme pas mal de monde. Et d'ailleurs, je pense qu'il faut toujours respecter tout le monde, et même les bénévoles ou tous les gens qui travaillent sur un projet, parce qu'on ne sait jamais de quoi l'avenir est fait. Et c'est peut-être c'est les graines des futurs organisateurs. Donc, tu as développé ton amour pour la musique et pour les festivals. Tu es devenu organisateur d'événements. Tu fais partie des fondateurs du festival Utopia et d'autres projets aussi. C'est ça. J'avais cofondé mon premier festival à 18 ans. À Marseille ? Non, c'était à Hortafa. C'était sur un circuit. Hortaphonique, c'est dans le sud-ouest de la France, avec un collègue à moi à l'époque. On avait fait ça sur une piste de karting. On avait attendu 3000 personnes. Pas mal pour une première, hein, ouais. En effet, on a fait 3000 personnes. J'ai aussi perdu 3000 euros. Mais ça va, voilà. On a vu pire. On connaît des orgas qui se sont crachés au circuit du Castellet, les pauvres, l'électrobotique en tête, qu'on adorait. Putain. Donc 3000 euros sur un circuit de karting, ça va. En effet, petite pensée à Gaylord d'ailleurs. Exactement. Qui s'était donné beaucoup de mal. Ouais. Et de fil en aiguille, ça m'a toujours passionné. J'ai toujours essayé de chercher à comprendre. J'ai cherché à visiter des festivals en France, puis à l'international, pour développer ma connaissance, mon expertise, et puis ensuite soit créer mes propres événements, soit aider les autres à faire des événements mémorables. Et aider les autres, au final, t'en as fait ton métier. Est-ce que tu peux nous dire quelle est ton activité exactement ? Alors aujourd'hui j'ai plusieurs casquettes. Après avoir mon parcours qui a toujours été entre deux
En gros, il y a toujours eu 2 parties dans mon parcours. J'ai travaillé soit dans des boîtes de prod événementielles, Mmh. où j'ai un peu étudié toute la chaîne de valeur. J'ai été à la fois à la programmation, puis la communication, la billetterie. J'ai occupé à peu près tous les postes, sauf peut-être l'administration, que toi tu connais Ouais, mieux que moi, en effet. plus ma spécialité, ouais. Exactement. Et puis aussi, l'autre partie de ma vie, je l'ai fait dans ce qu'on appelle l'event tech, qui est une partie un peu sous-cotée, enfin un peu connue de l'événementiel, mais qui représente en fait toutes les entreprises technologiques qui travaillent autour d'un événement, que ce Qui soit vont proposer des services dans Exactement. Donc ça va de la billetterie à la gestion des données, au système de paiement, par exemple, sur un OK, festival. donc à la fois, tu peux t'adresser à un organisateur ou t'adresser à une entreprise qui va vendre ses services à des organisateurs. Tout à fait. C'est-à-dire que maintenant, avec l'expérience que j'ai, j'aide les organisateurs à réussir leurs événements. Et selon ce que j'identifie comme des leviers de croissance ou des moyens de développer leur événement, je vais utiliser mon expérience, mon réseau et ce que je peux apporter à chaque Et organisateur. en ce moment, tu travailles principalement pour une entreprise qui propose une solution de billetterie? En effet, Solution qui est parmi les leaders en Hollande, en Belgique, qui Ouais. sont un peu le pays des festivals pour Bien moi, sûr. un peu en Europe. Entre l'Amsterdam Dance Event, qui est le plus gros événement de musique électronique au monde, qui accueille 600 000 personnes chaque année au mois d'octobre. Tomorrowland est en Belgique. Berknipt, enfin, c'est un peu pour moi un des pays les plus avancés sur ce Ouais. genre d'événement. En Europe? Et voilà, en Europe, parce qu'ensuite, c'est sûr que dès que les Américains touchent à quelque Bien chose, sûr, ouais. c'est toujours... Ouais, mais bon, aux Pays-Bas, ils ont une vraie culture de festival, même tout à en fait. termes de scénographie ou en termes, on en parlera plus tard, des festivals professionnels qu'il peut y avoir. Donc, ils sont une source d'inspiration pour le reste de l'Europe. Et donc, l'entreprise pour laquelle tu bosses vient de là-bas et vient d'être rachetée, c'est ça que tu veux Et dire? vient d'être acheté par le groupe The Wiz Event, Ouais. qui, eux, sont leaders en France sur les solutions de billetterie, de cashless, Ok. de méthodes de paiement et autres qui vont... Et sur quel festival ou événement tu bosses en ce moment, en plus de cette entreprise, donc? En plus, écoute, j'accompagne plusieurs festivals, notamment le Beau Festival Ouais, qui va être sur sur le circuit du Ouais, Castellet, sur le on en parlait Exactement. en intro, bien Tout sûr. à fait. Je travaille aussi avec le festival plein air qui se déroule à Lille. Et puis je vais travailler aussi avec pas mal de collectifs ou d'organisateurs techno ou musique électronique. Mais j'essaye de donner des conseils, j'essaye d'aider un maximum Ok. tout type d'organisation. Et ouais, tu voyages aussi pas mal, donc que ce soit pour le projet Un Festivaliste ou pour ton travail, et c'est là que tu arrives à avoir pas mal d'inspiration, et c'est comme ça aussi que tu peux guider les orgas. Comment on en vient à travailler dans le milieu des festivals? Est-ce qu'il suffit d'être passionné ou il existe des formations? Comment t'en es arrivé là? Alors, je dirais que, avant tout, il faut être passionné. Ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais c'est drôle parce que c'est justement la question que j'avais posée quand j'avais 18 ans, la question que j'avais posée au programmateur de Dour, un énorme festival en Belgique. Et il m'avait répondu qu'il n'y avait pas de parcours, il n'y avait pas de chemin tout tracé. Ce qui m'avait laissé un peu sur ma faim et dans l'expectative à l'époque. Ouais. Mais j'ai compris que il y a souvent cette expression, tu connais, où tu dis on vise la lune et dans tous les cas tu finis dans les étoiles. J'ai fait mon parcours en partant de zéro. D'abord, tout est venu d'abord parce que au début, je voulais simplement aller voir un artiste. J'étais à Marseille, j'avais 18 ans, je voulais voir un artiste sur un festival à côté de Marseille. Et ce festival, au dernier moment, a été annulé. Et du coup, les artistes que je voulais voir sur cet événement, j'ai commencé à chercher sur Internet où est-ce qu'ils jouaient. Et j'ai découvert qu'ils jouaient sur le festival de Dour, en En Belgique. Belgique, ouais. Que je connaissais pas du tout à l'époque. J'ai commencé à regarder le prix du billet, du transport plus le billet du festival. J'ai vu que j'avais pas du tout les moyens parce que voilà, j'étais encore étudiant. Et j'ai vu que sur leur site internet, il y avait un onglet bénévolat. J'ai cliqué dessus. J'ai vu qu'ils recrutaient des bénévoles jusqu'à fin mai, alors qu'on était déjà en mi-juin. Et pourtant, j'ai quand même fait un mail, j'ai quand même tenté au culot. Et 2 jours après, j'ai eu un retour d'une des orgas, ouais. d'une des orgas, exactement, et qui m'a demandé si j'avais déjà été au contact d'artistes, si oui, comment ça s'était passé, et sinon, comment j'allais réagir.
Et c'est comme ça que... C'est comme ça que tu t'es retrouvé pour la première fois à bosser vraiment pour un festival. Exactement. Parce que bon, certes, c'est du bénévolat, donc c'est non rémunéré, mais on l'a dit en intro quand tu disais qu'il fallait forcément respecter tous les bénévoles, donc de un, bon, parce qu'on respecte tout le monde Bien sûr. dans tous les cas, mais deuxièmement parce que pour moi, c'est la véritable porte d'entrée dans le milieu de la musique, dans le milieu de l'organisation, et c'est souvent aussi dans le domaine associatif. Parce que donc le domaine associatif, déjà, il y a pas mal d'événements ou de festivals qui sont organisés sous cette forme juridique. Et c'est aussi un secteur dans lequel on va laisser à des novices la possibilité de prendre des décisions, d'avoir des responsabilités. Donc voilà, à mon sens, c'est vrai que plus qu'une formation ou qu'une passion, même si les deux peuvent être alliés, il faut faire. Voilà, il faut faire dans tous les cas, il faut faire en tant que bénévole et il faut s'investir dans le milieu associatif, dans le milieu de la musique. Je pense que c'est un préalable. Voilà. On parlait un peu en off, on parlait des formations d'Issoudun qui existent dans le centre de la France. Ça va être bon pour de la régie technique, mais il y a aussi une formation de chargé de prod. Mais rien ne vaut un stage de 6 mois sur un festival. Voilà, c'est... Donc, pour ceux qui veulent bosser dans ce milieu, allez-y, postulez, c'est l'onglet bénévole, faites comme Edgar. Exactement, t'as tout à fait raison. De toute façon, moi je reçois souvent des CV et autres. Les formations, tout le monde fait à peu près les formations. Ouais. Par contre, moi ce que je vois, c'est les mecs qui sont arrachés parce qu'ils ont cherché à être bénévoles sur un événement de 2 jours ou sur un festival ou autre. Et c'est où ils ont créé un collectif, où ils ont monté quelques petites soirées. Et à mon avis, c'est ça qui complète vraiment un CV. Et puis, on parlera après de tous les secteurs, on va dire, qu'il existe dans un festival. Mais le fait d'être bénévole, ça t'amène à bosser sur tous les points d'un festival, que ce soit le contrôle d'accès, que ce soit le bar, que ce soit l'accueil artiste éventuellement, ou même les brigades vertes, parce que le nettoyage, ça compte dans un festival, la gestion des déchets, que ce soit les brigades safe, ce qu'on appelle maintenant, quand on tourne pour vérifier qu'il n'y a pas d'agression sexuelle, ou alors l'accueil des personnes PMR. Il y a vraiment des tonnes de postes qu'on ne peut découvrir qu'en étant bénévole, et c'est en faisant bénévole dans le max d'événements possibles et en voyant le max de secteurs d'un festival qu'on peut un jour, je pense, concevoir de manière assez globale un événement pour pouvoir en être à l'initiative. 100% d'accord. Et t'en es venu à créer donc cette chaîne YouTube et ce projet, Un Festivaliste. Quels sont les objectifs? On en parlait un peu en intro quand je te demandais de le définir en un mot, mais les objectifs en termes de développement, pour l'instant, ça va, ça se passe, ça a passé les 1000 abonnés ou 1400 abonnés sur YouTube? Ouais, c'est ça. Écoute, cette chaîne, elle est née avant tout d'un manque pendant le Covid, comme beaucoup de gens. Il n'y avait plus de festivals, plus d'événements. Mais j'ai compris aussi à ce moment-là, parce que il n'y avait plus d'événements, mais à ce moment-là, j'ai plus travaillé avec des médias, notamment pour trouver des partenariats pour ces médias. Et c'est là où j'ai compris, ce qui paraît évident maintenant, mais qu'en fait, l'événementiel, c'est une brique parmi un ensemble beaucoup plus large qu'on appelle le divertissement. Oui. Aux US, on appelle ça l'entertainment, exactement. Et de voir l'émergence des concerts filmés, des événements comme Cercle, Boiler Room, des festivals filmés. En fait, j'ai compris qu'à la fois, quand on crée un festival, ça ressemble aussi quelque part à un média. C'est-à-dire qu'il faut faire rayonner cet événement en dehors du jour J. Et puis aussi, quand on crée un festival, le soir même du festival, on n'est pas simplement en concurrence avec le festival, mais on est en concurrence avec des tas de choses. C'est-à-dire que monter un événement, on va être finalement autant en concurrence qu'avec une soirée Netflix, qu'une soirée au resto et autres. Et d'où l'importance d'essayer d'avoir un positionnement clair et essayer d'avoir une expérience unique pour un maximum de personnes. Et donc voilà, c'est ce que tu apportes en tout cas à travers cette chaîne YouTube, une compréhension du festival en tant qu'organisation, en tant presque qu'entreprise, et aussi, comment on pourrait dire, une vision internationale, parce que tu voyages beaucoup et tu fais des focus sur des festivals à l'étranger, des festivals auxquels tu es allé comme festivalier ou d'autres auxquels tu n'es pas encore allé. Et d'ailleurs, une question me vient. Est-ce que tu pourrais nous faire ton top 3 des festivals étrangers qui t'ont marqué en tant que festivalier? Ouais. Alors écoute, c'est vrai parce que j'ai fait beaucoup de festivals en France, mais à un moment je trouvais ça un petit peu redondant et je voulais un peu voir ce qui se passait ailleurs pour découvrir des nouveaux modèles économiques, des nouvelles manières de fonctionner, et puis aussi trouver des leviers de croissance qui pouvaient être importés en France. Et si je dois en citer 3 qui m'ont vraiment marqué, je vais d'abord dire Coachella, c'est sûr. Présente sur le pull. Exactement, tout à fait.
Non, non pas que ce soit mon préféré, parce que c'est quand même un festival. Cet événement est problématique sur plein d'aspects. C'est pour ça que j'ai bien dit marqué, hein, pas préféré, mais ceux qui t'ont apporté le plus d'inspiration. C'est vrai que quand on parlait que la Hollande et la Belgique sont un peu le pays des festivals en Europe, sont un peu les pays des festivals en Europe. C'est vrai que je pense que dans n'importe quel secteur, quand les Américains essayent de faire quelque chose, souvent ils font tout en plus grand, en plus fort et en plus développé. Et puis le reste du monde finit par suivre. Exactement, tout à fait. Et c'est vrai qu'en allant à Coachella, de voir le développement et à quel point ce festival explose et les différentes sources de revenus et la manière dont il est organisé, c'est forcément une source d'inspiration pour des festivals en France qui parfois cherchent simplement à survivre ou qui cherchent des manières de se réinventer ou de trouver des nouvelles sources de revenus. Donc Coachella m'a quand même bien marqué. Ensuite, il va avoir, dans un autre registre, le Lost Village en Angleterre, qui est pour moi, à mon avis, plus l'avenir du festival. Donc, c'est pas les grands festivals immenses comme Coachella. C'est combien de spectateurs, le Lost Village ? Le Lost Village, c'est 9000 par soir sur 4 soirs. Ok, donc bon, ça pourrait se placer comme un grand festival en France, mais pas un immense avec des 100 000 spectateurs, avec des... Voilà. Exactement. Ensuite, si tu compares par rapport à des Coachella, où c'est plus du 160 000... 160 carrément. Sur 2 week-ends. C'est-à-dire que... Pas tout le monde a noté ça, mais en fait, Coachella, ça marche tellement. C'est-à-dire qu'en fait, le festival se déroule 2 fois sur 2 week-ends. Avec la même prog 2 fois ? Exactement la même prog. C'est fou ça par contre. Ouais, c'est un truc de dingue. C'est-à-dire que le truc est sold out du vendredi et samedi. Et ils refont avec la même prog. Exactement. C'est-à-dire que quand il y a Beyoncé qui joue le vendredi à 20h, le week-end 1, elle rejoue le week-end d'après. Et on parlait en termes de rentabilité, c'est vrai que je t'interromps dans ton top 3, mais tu fais des économies d'échelle. Tu peux négocier les cachets x2. Donc en ajoutant une deuxième version du festival, c'est vrai que ça doit maximiser les bénéfices sur la deuxième édition. Complètement. Parce que eux, ça va être ce qu'ils vont rechercher principalement. Complètement. Et puis, on dit qu'en général, les artistes s'entraînent un peu. Le premier week-end, c'est un peu en entraînement. Et le deuxième week-end, ils se lâchent. Et donc, le Lost Village ? Et Lost Village, pour moi, c'est plus l'avenir parce que c'est ce qu'on appelle, et eux l'appellent comme ça, un side quest festival. C'est-à-dire que la musique est très importante, évidemment, mais il y a des quêtes annexes au sein du festival. Il est un peu plus à taille humaine. Ensuite, on oublie aussi souvent les festivals anglais, qui sont un peu sous-cotés, mais les premiers festivals en Europe, c'est le Liverpool Festival, c'est les Anglais qui viennent. Et ça va être vraiment, en plus de la musique, en plus de la scénographie qu'on peut retrouver dans cette forêt, on va avoir du stand-up, on va avoir des conférences, on va avoir des restaurants, des banquets dans la forêt avec des chefs étoilés qui vont pouvoir avoir des food, enfin des repas différents. On va avoir du théâtre immersif au sein du festival. On va avoir on n'a jamais le temps de tout faire, ce qui donne envie de revenir l'année suivante. Tu y allais déjà, toi, en tant que festivalier ? Tu y allais combien de fois ? J'y suis allé une fois l'année dernière, fin août. Tu dirais que t'es à combien de pourcents de la quête, alors ? J'ai pas tout fait. Il y a plein de choses que j'ai ratées. Mais donc, ça te donne envie d'y retourner. Exactement. Un peu comme dans les parcs d'attractions, où il y a toujours un roulement sur les attractions. Et voilà, c'est un festival à taille humaine, plus petit, et qui en 5 ans quand même a été organisé par 2 DJ anglais et qui maintenant ont été rachetés par d'ailleurs le groupe qui possède Tomorrowland. Donc, voilà. Et le troisième festival ? Et le troisième, je dirais, par rapport à son importance, et c'est un format encore différent, c'est quand même l'Amsterdam Dance Event. T'as fait une vidéo d'ailleurs dessus. Ouais, complètement. Et l'année prochaine, je ferai plutôt un vlog en mode immersif. J'en ai toujours entendu parler, mais en fait, vraiment comprendre ce qui se passe à Amsterdam Dance Event, c'est un vrai sujet. C'est le plus grand événement de musique électronique au monde. L'année dernière, ils ont accueilli 600 000 personnes pendant une semaine à Amsterdam. Il y a 200 lieux qui sont réquisitionnés dans la ville, avec des événements chaque jour, des organisateurs du monde entier qui font des programmations plus folles les unes que les autres, des conférences aussi avec des pointures de la musique et de la tech, avec le DG de Spotify et autres. Et aussi toute une partie réservée à l'aspect technique, production, avec
tous les derniers systèmes son, toutes les dernières systèmes de light, les Ou les derniers murs entreprises de LED. billetterie, tiens, Oui, voilà, aussi, bien dont on entendu, parlait, ouais. tout à fait. Ok, ouais, bah, ça me fait penser au MAMA, on va dire à Paris, hein, voilà, qui est le plus grand festival professionnel en France. Mais l'ADE, il est aussi destiné au public qui vient juste écouter de la musique. Et donc, tu me dis que c'était combien? Presque 600 000 Ouais, festivaliers, quoi. ils font 600 000 tickets. Ouais, ok, ouais, c'est énorme. Bon, en tout cas, Edgar, on voit bien qu'on a beaucoup de choses à apprendre des festivals étrangers, hein. Clairement. Et toi alors, Vincent, parle-nous un peu de toi et de ton parcours. Bah écoute, ça me fait plaisir qu'on me pose la question. C'est vrai que j'ai l'habitude d'interviewer, mais moins d'être interviewé. Donc voilà pourquoi moi je suis fan de festivals. Je travaille aussi dans ce milieu-là et c'est pour ça qu'il y avait beaucoup d'intérêt en tout cas à te recevoir parce que c'est une véritable discussion, hein, même si c'est moi qui pose les questions. En tout cas, voilà, on a des choses à dire sur ce sujet. Moi, de base, je suis juriste, donc j'ai fait mes études à Aix. Je me suis spécialisé en droit des affaires et ensuite en propriété intellectuelle, la propriété littéraire et artistique, tout ce qui est droit d'auteur. À l'issue de mes études, j'ai été embauché à Château-Vallon, scène nationale de Toulon. Donc, c'est un grand théâtre, on va dire, même s'il n'y a pas que du théâtre, il y a aussi beaucoup de danse, il y a aussi de la musique. J'ai travaillé 3 ans là-bas comme chargé de mécénat et de partenariat. Puis j'ai décidé donc de les quitter pour suivre mes propres projets. Et j'ai intégré l'équipe de l'association Culture Plus qui organise le festival Couleur Urbaine, un festival de reggae à la Seine-sur-Mer. J'ai été président de l'asso et ensuite j'ai été embauché comme administrateur, donc rémunéré. Et disons que je m'occupe spécifiquement de la partie administrative d'un événement. Donc ça va être demander les autorisations, ça va être prévoir le budget. Alors forcément, on a un regard sur tout ce qui est communication, mais c'est pas mon cœur de métier ou la technique non plus. Par exemple, je vais pas être véritablement décisionnaire, mais je vais aider le régisseur général à déposer le dossier en préfecture. C'est moi qui vais m'intéresser à l'embauche des équipes, voilà, estimer le temps de travail de chacun pour telle ou telle mission. Quelles sont les personnes qu'on doit embaucher? Quels sont les postes qui peuvent être couverts par des bénévoles, éventuellement? Que dire d'autre? Donc voilà, tout le côté administratif. Et bien sûr, ensuite, j'aime aussi m'impliquer dans la production d'un événement parce qu'après avoir fait des mois à passer à étoffer des Bien dossiers, sûr. on n'a qu'une seule envie, c'est tourner sur site avec un talkie-walkie et vérifier que tout fonctionne bien. Clairement. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de me spécialiser dans l'organisation de festivals et puis dans tous les cas, voilà, étant passionné de musique, c'est l'art dans lequel je me reconnais le plus, j'ai le plus d'affect. Donc écoute, on va continuer de parler de ce sujet, mais voilà, ravi de t'avoir comme invité Pareil. et on va enchaîner directement en parlant donc on va commencer par une définition des festivals. Tu avais fait un petit focus dessus sur ton compte Insta, sur l'histoire des festivals. Déjà, comment on définit un festival selon toi? Alors, c'est vrai que j'ai étudié un peu l'histoire des festivals parce que je pense que ben, c'est intéressant de connaître quelles sont les origines de ce phénomène pour comprendre plus. Comment on en est arrivé Ouais, là? comment on en est arrivé là et du coup comprendre ce qu'on fait aujourd'hui et pourquoi on le fait, les raisons profondes de pourquoi quelqu'un vient à un festival. Moi, j'ai retrouvé les premières traces, mais enfin les premières fêtes un peu païennes. Et voilà, dans une vidéo, je remonte au Saturnal chez les Ouais. Grecs. Mais un festival, c'est un événement, normalement a priori sur Sur plusieurs plusieurs jours. jours, qui va regrouper des performances Artistique? artistiques. Les premières étaient musicales, mais ensuite on a aussi rapidement eu les festivals de cinéma et des cinémas maintenant. On a des cinémas de niche. On peut avoir à un moment je cite le festival du cinéma ornithologique de Manergoutte, par exemple, qui faisait un festival Ouais. juste spécialisé sur le documentaire, sur des niches très précises. On peut avoir comme exemple aussi le Festival international des musiques de films qui se déroule à Toulon. Donc, c'est que des films muets qui sont sonorisés en live par des concertistes. Génial, Voilà, donc tu parlais de festival de niche, mais tu as bien sûr toutes les pratiques artistiques, hein, que ce soit bien sûr. la danse, que ce soit le théâtre ou même la bande dessinée. Hein, voilà. Tout à fait, t'as raison. Et donc, s'il fallait, on va dire, regrouper toutes ces infos, donc un festival, il y a forcément une régularité de manière annuelle ou biannuelle. Biennale Voilà, ou triennale, biennale, ouais, tu voilà. peux aussi avoir, en effet. Les premières traces, la première fois qu'on a appelé un événement festival en France, Ouais.
C'était à l'origine, c'était Henri Berlioz. Ok, compositeur, ouais. Et voilà, exactement. Et qui avait organisé ça pour les journées, la fête de l'industrie en France. D'accord. Et c'était la première fois où il arrivait à avoir 30 000 personnes au même endroit. À l'époque, pour chanter des chœurs, c'était des chorales uniquement d'hommes à l'époque. Mais au fur et à mesure, ça s'est démocratisé et les chœurs ont été composés par les filles et les garçons. Et c'est devenu quelque chose de plus... Donc, première fois magique. qu'on utilisait ce terme Ouais. festival. Et la véritable, on va dire la véritable émergence du festival moderne, pour moi, ça remonte aux années 50-60, donc après la Seconde Guerre mondiale. Déjà avec l'évolution de la technique qui a permis de la musique amplifiée, Mhm. qui a permis à plusieurs milliers de personnes de se rassembler devant un artiste. L'apparition des congés payés aussi, hein, même si la saison estivale a toujours existé. À un moment, l'été, c'était la période pour faire les moissons, c'était pas celle où on avait des vacances. Donc le fait que tu aies ces congés payés a permis à des gens de se rassembler devant de la musique amplifiée. Et ensuite, le développement vraiment du secteur musical avec la commercialisation, l'internationalisation de la musique, qui a fait que des gens avaient des artistes préférés en commun et qui voulaient absolument se rassembler pour les voir l'été, et ce qui les poussait à traverser des pays, à se déplacer sur des pays, à se déplacer dans des pays étrangers. Et on en est arrivé au festival presque moderne. Mhm. Bah, celui qui a marqué quand même les esprits... euh, alors, il y en a eu un peu avant, mais quand même celui qui a marqué le plus de monde, c'est quand même Woodstock. Bah, Woodstock, voilà, c'est dans l'imaginaire collectif, c'est Exactement. le festival de référence, bien Exactement. sûr. C'est le point de bascule, mais il faut s'imaginer qu'à l'époque, vendre autant de billets sur le territoire des États-Unis, ça peut pas se faire simplement depuis un guichet. Et l'idée, c'était de pouvoir, comme tu dis, utiliser des techniques de musique amplifiée, essayer de toucher des gens De tous horizons. de quoi, tous horizons, ouais. comme tu dis, et c'est peut-être le marqueur des festivals contemporains d'aujourd'hui. Ouais, voilà, c'est ça. Ok. Woodstock, donc on en est arrivé voilà, au véritable festival moderne, mais entre les années 60 et aujourd'hui, il y a eu de plus en plus de contraintes qui sont apparues. Et là, j'aimerais bien qu'on s'intéresse sur les coulisses de l'organisation d'un événement, donc d'un rassemblement de public de grande ampleur, parce que pour moi, ça aussi, ça fait partie de la définition vraiment d'un festival, et ça va être une des contraintes ou des particularités les plus complexes à gérer. Comment rassembler autant de monde en un endroit et faire que tout se passe bien. À la racine de ce rassemblement, il y a forcément la programmation ou l'ambiance d'un festival. J'aimerais bien qu'on parle de ton exemple à toi avec Utopia. Mm. Comment ça germe dans l'esprit d'un organisateur une programmation ou une ambiance? Alors, moi, le rôle que j'ai eu sur Utopia, donc le festival est avant tout porté par la SMAC de Marseille, qui est le cabaret Latoire, Oui, bien sûr. qui fête ses 20 ans cette année, qui a 20 ans, et qui, elle, avait un projet de pouvoir s'étendre dans l'ensemble du complexe de la Friche Belle Ouais. de Mai, qui est une ancienne manufacture de tabac dans le centre de Marseille. Et souvent, ce qui marche avant tout, c'est quand même toujours, on le dit souvent, mais c'est d'être authentique. Donc avant tout, pour créer le positionnement et créer le festival, on est parti de l'ADN profond du cabaret Latoire, c'est la seule SMAC en France qui a toujours été basée principalement, qui a basé sa programmation sur les cultures électroniques, Ouais, sur la les musique musiques électroniques, c'est ce que j'allais Exactement, dire. Ouais. tout à fait, alors que les autres sont beaucoup plus en général sur les musiques actuelles au sens large. D'ailleurs, les premières rave parties à Marseille avec Jack de Marseille et autres étaient à la Friche Belle de Mai au tout départ. Et donc, on est parti de là. Et ce qui est intéressant ensuite de savoir, c'est que comme tu dis, la programmation est importante, mais quand tu fais un sondage post-événement, Ouais. tu t'aperçois que plein de gens viennent pour différentes raisons, mais avant tout, on le redirait jamais, mais c'est l'expérience Ce qui globale. reviennent, ils vont peut-être venir pour un artiste, mais quand ils repartent, ils vont, au-delà de se dire le set de cet artiste était incroyable, ils les interrogent micro-trottoir, à la sortie, ils vont dire Ouais. l'ambiance était incroyable. Exactement. Voilà. C'est ça qui va faire. Alors, il faut donner plein de bonnes petites raisons de gens de venir. Il y a des gens qui vont venir pour un artiste, il y a des gens qui vont venir pour le lieu, il y a des gens qui vont venir parce qu'ils ont un copain qui est en stand, peut-être, mais
au final, plus il y a de bonnes raisons de venir, plus il y a de gens qui viennent. Mais au final, ça va être vraiment l'expérience globale que... Le souvenir qui leur restera, ce Exactement. sera ça, cette ambiance. Tout à fait. Et cette ambiance et aussi, ça passe, pardon, mais ça passe par, on le dira jamais assez, mais le positionnement d'un événement, positionnement d'une marque en général. Moi, je sais qu'on a lancé Utopia, donc c'est vraiment un lancement de marque. Je me souviens la première fois que j'ai vu le logo qui valait absolument rien. Le graphiste, illustrateur, Stéphane Lamal d'ailleurs, pour le citer, avait sorti le logo. Il valait absolument rien. On l'avait sous les yeux. Et 3 ans après, on a vendu 30 000 tickets maintenant sur cette marque. Il y a des gens qui ont acheté des goodies, du merch. Il y a des gens qui ont les gens en parlent. Bien sûr. Et on a réussi à valoriser cette marque, ce logo. Et alors, c'est pas le swoosh de Nike, ce sera jamais le swoosh de Nike, la valorisation de Nike évidemment, mais on a déjà réussi à créer de la valeur. Et une des premières choses que tout le monde nous disait à l'époque, c'est quoi la différence ? Il y a déjà des festivals de musique électronique, on a déjà Mars Attack, on a déjà Delta. Quelle est la différence ? C'est vrai en plus, à l'époque, Mars Attack était à la friche, parce que maintenant, c'est presque devenu la référence du rap. Voilà, mais à l'époque, moi, c'était musique électro. Tu as tout à fait raison. Ouais. Et donc, qu'est-ce qui faisait la différence ? Un de plus, Utopia, qu'est-ce qui vous a permis de vous différencier ? Moi, j'ai beaucoup interrogé les fondateurs, les directeurs du Cabaret Latoire, pour savoir ce qu'ils avaient dans les tripes et ce qu'ils voulaient en faire. Et si je peux donner un conseil, c'est que l'important, c'est d'avoir un positionnement clair. Et ce positionnement clair, il fera que les gens viennent pas, mais au moins, ils savent qu'est-ce que représente l'événement. Et en fait, on est arrivé à une conclusion après de longues discussions où Utopia est devenue la première cité idéale des cultures électroniques à Marseille. L'idée, si je peux donner un conseil à des organisateurs, c'est essayer d'être le premier sur quelque chose. Il y avait déjà des festivals à Marseille, c'est pas le premier, c'est pas le dernier. Mais on a réussi à trouver une niche et un positionnement où Utopia est la première cité idéale des cultures électroniques. Quand tu dis cité idéale, forcément ça a un écho avec le terme, avec le nom Utopia. Et il y avait d'abord ce nom Utopia et vous êtes ensuite arrivé à ce concept de cité idéale, ou alors l'un s'est nourri de l'autre? Dès la première édition, c'était ça, Utopia Utopia, il faut se remettre dans le contexte. La première réunion qu'on a fait avec Pierre-Alain et Aurélien du Cabaret Latoire, elle était, je pense, 3 mois avant le confinement. Okay. Donc, avoir un projet de festival de 10 000 personnes au moment du confinement, je pense qu'il n'y avait pas de nom plus pertinent qu'une utopie, en fait. Ouais. Et d'en parler pendant des années, pendant des mois, et puis pendant des années à mon entourage, en disant on va faire un nouveau festival, on va accueillir 10 000 personnes, alors qu'on ne pouvait pas se rejoindre à 10 dans une pièce, personne n'y croyait. Ouais. Et du coup, de fil en aiguille, on a développé cette idée, on a cherché aussi à aligner tout par rapport à cette idée. Par exemple, chaque scène portait le nom d'une utopie dans l'histoire. Eldorado, par exemple, qui était l'Eldorado au Far West. Il y avait Thélème, qui était une cité grecque et autres. Donc, le Nautilus, chaque chose représentait une utopie. Et tout a découlé de ça. Ok. Et donc, une fois que tu as cette ambiance en tête, que tu as la programmation, il y a forcément la communication qui joue énormément, d'autant plus maintenant avec la numérisation. On en parlait aussi en off, à savoir comment investir son budget com. Est-ce qu'il faut passer dans le tout numérique ? Est-ce que le street marketing et l'affichage ont encore de l'intérêt ? Et on en est venu à la conclusion de se dire les ventes vont pas forcément être poussées par l'affichage papier à l'ancienne, alors qu'avant c'était principalement ça, mais ça va nourrir la notoriété et peut-être aider le festival à trouver ou affirmer son positionnement. Ouais, alors comment tu vois la place de la communication dans le développement d'un festival ? C'est une très bonne question. Écoute, c'est clé. Il faut pas le prendre à la légère. Il faut, je pense, toujours provisionner un budget. En moyenne, ça doit être 20% du chiffre d'affaires, du budget du festival, voilà. Entre 15 et 20, parce que si c'est possible. Et il y a toujours des choses à faire en com. La liste est infinie. Ensuite, moi, ce que je conseille, c'est d'abord de faire, c'est tout bête, mais moi, je commence toujours par tous les leviers promo qui sont gratuits.
tous les trucs qui coûtent Ouais. 0 € mais qui demandent du temps, c'est les premières choses que je mets en place. Et ensuite, je fais des arbitrages sur ce qui demande des budgets. En sachant qu'il y a toujours des leviers, plus ou moins pertinents, mais il y a toujours des choses à faire. Et on me demande souvent le secret de comment faire sold out, comment vendre tous ces tickets. Eh ben, je vais vous donner le secret. Le secret, c'est qu'il n'y a pas de secret. Le secret, c'est que chaque move, chaque action va vendre quelques petits tickets. Une newsletter, vous allez peut-être faire 5-10 ventes. Ouais. Un post, vous allez faire 4-5 ventes. C'est des petites actions qui, à la fin, font boule de neige. Je te rejoins là-dessus. Quand tu veux vendre des milliers de tickets, tu peux pas te dire faut que j'en vende 500 d'un coup. C'est que des petits trucs. Tu vas en vendre 20, tu vas en vendre 30, tu vas faire un partenariat avec une asso étudiante qui va t'en vendre 10, tu vas avoir un commerce de proximité qui t'en vend 20. Et ça a l'air d'être ridicule parce qu'on parle d'un résultat final qui sera en milliers. Mais ça, pour moi, c'est essentiel. Tu trouves personne pour te vendre 500 billets d'un coup. Ça n'existe pas. Il n'y a pas un Ça canal de n'existe pas. communication Voilà. qui fait toutes tes Tu ventes. vas faire un partenariat avec un comité d'entreprise, ils vont t'en vendre 10. Mais c'est 10 plus 10 plus 20 plus 30 et puis d'un seul coup t'arrives à 1000, t'arrives à 2000 et voilà et ton festival se remplit de plus en plus. T'avais fait d'ailleurs aussi déjà une vidéo sur ton compte où tu parlais du lancement d'une billetterie qui était quand même assez intéressant parce que voilà, pour donner un bon start, avoir une première bonne impulsion, avoir des early adopters qui ensuite vont convaincre du monde autour de toi. Et pour en revenir, pour faire un peu la synthèse entre programmation et communication, parlons de la billetterie parce que on l'a évoqué. Donc toi, tu bosses pour une solution, entre autres, pour une solution de billetterie. On parlait de Woodstock aussi, qui à l'époque devait vendre une billetterie physique de partout dans les États-Unis. Et maintenant, on a des solutions de billetterie numérique. Donc soit des billetteries qui vont proposer uniquement de la vente de billets ou carrément maintenant des billetteries qui proposent une véritable communauté d'abonnés. Et puis la différence, donc tu me disais, entre marque blanche et les distributeurs. Voilà. Mais c'est vrai que si on reprend rapidement l'histoire de la billetterie, au début 1900, si vous aviez un théâtre ou un cirque et que vous deviez vendre des tickets, c'était simple, il fallait mettre un guichet devant et les gens venaient acheter en physique à l'entrée. Oui, tout simplement. Mais les choses ont évolué et notamment en France, pour prendre un peu le cas de la France, les premiers à révolutionner un peu la vente de billets, c'est la Fnac. La Fnac qui a d'abord eu son réseau de magasins en France et qui vendait des produits culturels. Au-delà des produits culturels, un jour, ils sont allés voir les organisateurs, ils leur ont dit, mais écoutez, nous, on a des boutiques partout en France, si vous nous donnez un petit quota de billets, on peut les vendre pour vous. Il n'y avait pas 36 000 manières de vendre leurs billets, donc les gens commencent à confier leurs billets à la Fnac. Puis Internet est arrivé, et la Fnac a eu son site Internet. Et là, ils ont dit, écoutez, puisqu'on vous vend vos billets dans nos points de vente physiques, on peut aussi vendre vos billets sur notre site Internet. Ouais. Et à l'époque, c'était révolutionnaire. Ils centralisaient tout, et on pouvait acheter ses billets en ligne par le biais de la Fnac. Puis les choses ont évolué. Les distributeurs qui avaient un peu, qui vendaient des billets pour les événements, ont vu un peu le modèle évoluer. Ouais, des concurrents arrivés. Des concurrents arrivés, exactement. À l'époque, c'était Digitic, qui maintenant s'appelle Citicket, mais qui venait de Marseille d'ailleurs, qui a bousculé un peu le marché avec une meilleure utilisation de la digitalisation et d'Internet. Et on a tout de suite, on est passé à une nouvelle ère après les billetteries de distributeurs, donc, comme la Fnac, qui sont des plateformes extérieures au site internet de l'organisateur, qui regroupent des événements, qui vont à la fois mettre en avant votre événement, ton événement, mais qui va aussi les mettre en concurrence avec les autres. Avec d'autres événements, parce que tout le monde a accès, via ce distributeur, à tous les événements possibles. Exactement. Les inconvénients, c'est qu'eux aussi, ils vont être copropriétaires des data et des données avec l'organisateur. Les possibilités d'offres, de types de produits sont assez limitées. Et donc, a émergé un nouveau modèle qu'on appelle les billetteries en marque blanche, comme WizEvent, Eventix, Yourplan, exactement, Billets Web, pour citer que. Où l'idée, c'est que là, il n'y a plus de plateforme, il n'y a plus de site extérieur qui est au Personne ne peut aller sur WizEvent et regarder tous les concerts disponibles. Exactement. Ils ont juste le lien de ta billetterie. Exactement. Et là, ça va être intégré soit directement aux réseaux sociaux de l'organisateur, soit sur le site internet. Je prends souvent l'exemple du Louvre, par exemple. Si demain, tu vas au Louvre, tu t'imagines pas aller sur le site de la Fnac pour prendre ton billet pour aller au Louvre. Tu vas aller sur le site de la Fnac. Et là, il y a une approche
différente, mais en fait qui est facilement compréhensible, c'est que finalement, la billetterie en ligne, si on prend un peu de recul, c'est du e-commerce. Et si on arrive à comprendre et à se dire que vendre des billets en ligne, c'est du e-commerce, alors ça veut dire qu'il y a un panel de possibilités et de leviers pour vendre des tickets qui est bien plus large que simplement vendre un ticket. Et donc, des sociétés ont pris ce positionnement-là où, et offrent maintenant la possibilité de vendre autre chose que des billets. Ça peut être des navettes, ça peut être des casiers, ça peut être du merchandising, Bien ça sûr. peut être des goodies et autres, ça peut être des consommations aussi. Et puis, ça va pouvoir prendre une trentaine de devises dans le monde, des tas de moyens de paiement. Et voilà, l'idée, c'est de convertir et d'essayer de faciliter l'achat. Mais ouais, donc la billetterie, de toute façon, est vraiment au cœur du modèle économique des festivals. Et avant de s'intéresser à la question plus en profondeur, moi, j'ai juste eu une anecdote. Je pense que voilà, c'est la fois où j'ai été le plus heureux en tant qu'organisateur de festival. C'était pour Couleur Urbaine 2022. Le deuxième soir, on avait programmé Tikenja Fakoli, Tairo et Negmaron sur la même soirée. Nice. Et c'était compliqué parce qu'on revenait juste du Covid. La première soirée, c'était pas hyper bien passé, donc on n'avait pas atteint le break de rentabilité. Et sur la deuxième, on a fait sold out. Et vraiment, on avait encore une billetterie sur place. Et on a joué à guichet fermé. Donc pendant le festival, à 22h, le régisseur nous appelle, nous dit voilà, on a dépassé les 3000 personnes. Maintenant, il faut couper, quoi. On n'a plus d'autorisation. Et donc, on était allé avec le directeur de l'asso, Bélig, et on avait vraiment fermé le guichet, quoi, à l'entrée. Et donc moi, en tant que... Bon, à l'époque, j'étais président de l'asso, mais je m'occupais des budgets. Et dans ma tête, tout au long de la soirée, et même pour n'importe quel événement, j'ai l'impression d'avoir des lignes de tableau Excel. Et je me dis, alors ça coûte tant, ça coûte tant. Et je savais que, vu le mauvais résultat de la première soirée, il fallait faire un sold out pour équilibrer. Et donc là, voilà, je ferme le guichet. Et puis, je me suis accordé 2 minutes à juste aller profiter dans la foule, ce que je fais jamais d'habitude. Je suis toujours à gauche, à droite. Il y a même des fois où je vois même pas les concerts. C'est affreux, mais bon, c'est... Parce que le revers de la médaille, quoi. On fait ce métier parce qu'on aime la musique, au final, on l'écoute même plus, quoi. Parce qu'on est sur d'autres problématiques. Et pendant 2 minutes, je suis allé me perdre dans la foule au moment où Tiken jouait. Et le morceau qui jouait à ce moment-là, c'est le morceau Sur le partage du monde qu'on avait mis dans la musique du teaser. Donc voilà, je me revoyais tous ces mois de travail avec cette musique que j'avais écoutée, mais peut-être 300 fois parce que c'était celle du teaser. Et là, je ferme la billetterie, je l'entends et voilà. Donc elle a un moment fort en tout cas, et le sentiment du travail accompli, on va dire, et surtout qui était nécessaire pour la survie du festival, parce que j'avais calculé mon break de rentabilité. Il fallait faire 2 tiers de remplissage, parce que bon, moi voilà, c'est ma définition en gros. En tout cas, c'est là que je pars pour établir mon budget. Parce que toi, comment t'établis tes budgets? Parce que moi, c'est vrai que j'ai souvent été directeur de la com, billetterie, partenariat, donc j'ai plus géré cette partie-là. Mais toi qui as une vision plus globale, comment t'élabores ton budget? Donc là, la recette secrète, pour le coup, il y en a une, j'estime. En tout cas, c'est la moins risquée. C'est de partir de la jauge du lieu qui va accueillir l'événement. En fonction de cette jauge, on prend 2 tiers de la jauge. Et il faut que 2 tiers de vente de billets arrive à équilibrer l'événement. Si on se base sur 50%, c'est pour moi soit qu'on manque d'ambition, qu'il faut changer la programmation, soit sinon qu'il faut changer de lieu. Parce que si à 50% t'es rentable, ça veut dire qu'en fait, t'as une jauge qui est trop grande, donc tu vas payer des agents de sécu en plus, tu vas payer de la technique en plus, ça sert pas à grand chose, quoi. Et si tu prévois ta rentabilité sur 100%, là, c'est que t'es complètement hors sol, parce que à moins de faire un sold out, ce qu'on souhaite à tout le monde, mais il peut toujours y avoir un problème. Et si jamais t'as pas sold out à cause de la pluie, à cause de quoi que ce soit, derrière, tu pourras payer ni les artistes, ni les intermittents, ni quoi que ce soit. Donc, c'est comme si c'était un problème de maths avec plein d'inconnus. Mais celle que tu as de base, c'est la capacité de la salle. Et donc, tu te bases sur 2 tiers. Et à partir de là, tout découle, on va dire. Et après, faire l'arbitrage entre donc, la billetterie et le bar, la buvette, qui est clairement un des gros postes de ressources financières. La billetterie, pour moi, elle couvre les cachets artistiques. Elle est équivalente à peu près à la moitié d'un budget. Et tu as le bar qui prend 1 tiers. Et ensuite, le reste, le partenariat ou subvention éventuellement. D'ailleurs, toi qui allais dans pas mal de festivals étrangers, c'est la même chose dans les festivals, et notamment, est-ce que c'est la même chose en termes de subvention? Ils ont cette habitude d'être subventionnés comme ici, ou beaucoup moins? Alors justement, de ce que j'ai vu, beaucoup moins. Et ce qui est quelque part une opportunité pour la France, dans le sens où on sait très bien que les subventions baissent en France depuis 30 ans.
pardon, parier sur une augmentation, une explosion des subventions l'année prochaine, dans les 10 prochaines années, c'est complètement irréaliste. Ça, c'est sûr. Vu l'état des finances en France. D'où l'intérêt d'observer un peu ce qui se fait à l'étranger. Et eux, ce que je m'aperçois, c'est dès le départ, les organisateurs réfléchissent à leur offre. Et je pense parfois beaucoup plus, de manière beaucoup plus poussée qu'en France. Ouais. Ils aiment bien faire ce qu'on appelle du cross-sell et de l'upsell, c'est-à-dire des ventes annexes. Les ventes additionnelles. Ventes additionnelles, exactement. Le meilleur moyen que j'ai pour expliquer ça, c'est le McDo. Mais c'est une bonne image parce que c'est vrai que quand on va au McDo, on y va pour prendre un burger. Avant tout, c'est ça le produit phare chez McDo. Et pourtant, on repart toujours avec les frites et le coca et le menu XL. Personne ne nous oblige, on est libre, mais tout est fait pour justement qu'on prenne, qu'on dépense plus que prévu. Et eux, tout de suite, je vois, ont rapidement eu cette approche. Comme je te disais, proposer des navettes, des casiers. Un casier, c'est... on se rend pas compte, mais c'est un vrai luxe de pouvoir poser son casque, pouvoir poser ses affaires. Bien sûr. Et pour un organisateur, pouvoir encaisser l'argent à l'avance, ça va faire de la trésorerie. Et ça a un double impact parce que à la fois, ça améliore l'expérience pour le festivalier, pouvoir acheter ses consos à l'avance, pouvoir prendre un casier, pour pouvoir prendre une place de parking. Ça améliore l'expérience globale, notamment pour le casier, parce que la consigne existe, mais la consigne, t'arrives, tu la déposes à l'entrée, ça te fait un bouchon au niveau de l'attente du public, ça on y reviendra après la gestion des flux publics, là où le casier... T'es en autonomie, et puis tu peux poser ton manteau. Tu peux revenir 10 fois dans la soirée. C'est trop bien, voilà, bien sûr. Bien. Tandis quand même, en vestiaire pour un club, quand tout le monde part au même moment, c'est un bourbier. Bien sûr. Et donc, ça améliore l'expérience. Ça augmente quelque part les recettes du festival. Enfin, tout le monde est gagnant dans ce genre de choses. Et puis ensuite, ça va aussi dépendre de la cible. Il y a un truc que j'avais lu il y a quelques années sur le... c'est un document produit par le ministère de la Culture, un document qui sort tous les 8 ans, donc peu importe le gouvernement, c'est un truc et qui parle un peu de l'évolution de la culture. Comme un livre blanc un peu. Exactement. Je me souviens plus du nom, mais je l'avais senti bien lourd, bien gros, et je me suis dit, il doit y avoir des trucs intéressants là-dedans que personne va lire, donc je vais aller un peu fouiller. Et en gros, il y avait une info qui était assez intéressante, c'est qu'en fait, la consommation par type de produit culturel est très liée à des générations. Pour faire très simple, je vais schématiser, mais nos grands-parents, à 90 ans, ils lisent des romans, ils lisent des bouquins, parce qu'à 20 ans, ils lisaient des bouquins. Et toute leur vie, ils ont suivi ça. Nos parents, je schématise encore, ils vont au cinéma aujourd'hui, parce que quand ils avaient 20 ans, ils allaient au cinéma. Et toute leur vie, le truc un peu ils ont pas fait que ça, mais ce qui va les suivre, c'est ça. Nous, on est une génération des festivals. On y allait jeunes, en tant que bénévole au début. Maintenant, quand on y va, on a peut-être on est plus vieux, mais on a peut-être un peu plus de pouvoir d'achat. On va peut-être prendre la petite tente qui va bien, ou le petit camping sur place, ou le service plus pour pouvoir être dans de meilleures conditions. Ou l'accès à une zone VIP aussi, parce que ça se fait de plus en plus. Tous les festivals quasiment le proposent, avec des billets qui font x2 ou x3 par rapport complètement, tu as différents espaces, et il y a plein de manières de le faire, de segmenter comme ça le public. Et puis même, il y a des campings parfois, maintenant il y a de plus en plus des campings de luxe, on va dire, ou des tentes qui sont déjà sur place. C'est plutôt pratique quand on vient de loin et qu'on n'a pas forcément envie d'être... Même par exemple à Dour, il y a des préfabriqués, enfin des espèces de lodges en fait préfabriqués. Et il y en a deux types, il y a les classiques et les family. C'est exactement les mêmes, sauf que il y en a, les family sont un peu plus loin et derrière un mur qui coupe le son. Comme ça, ils s'engagent. Exactement, si tu viens avec tes gosses, tu sais qu'ils vont pouvoir dormir le matin et donc tu peux faire des grasses mat. Il y aura pas les voisins d'à côté qui vont faire after. Tout à fait, exactement. C'est exactement le même préfabriqué, c'est juste 150 balles de plus. Ok. Mais le prix de la tranquillité. Le prix de la tranquillité, exactement. Et ça permet de segmenter, les gens font leur choix, et ça leur permet aussi de chaque année de voir si telle formule a marché ou non, et d'affiner. Et oui, donc en plus de générer ces ventes additionnelles et de s'intégrer dans la définition du modèle économique du festival, ça s'intéresse aussi à la gestion des flux de public. On en a parlé à plusieurs moments. Là, on en a parlé sur la consigne ou sur les familles qui vont aller à un endroit différent. Ça, pour moi, la gestion des flux du public, c'est vraiment la clé
Parce que ce que je me dis tout le temps, bon, même si je suis pas technicien, mais je l'ai dit, j'aide le régisseur, par exemple, à faire les déclats en préfecture, et j'adore dessiner sur un plan, et conceptualiser le festival, savoir où les gens vont passer. Parce qu'en fait, chaque seconde où un festivalier attend, ça va être des ressources en moins, notamment financières pour le festival. Voilà, là pour parler en termes purement économiques. Et ça va être une impression négative pour le festivalier, ça va être quelque chose de négatif pour son expérience. Personne n'a envie d'attendre à l'entrée, ni à la consigne, ni au bar. Donc pour moi, faire en sorte de lisser les flux de public qui est le moins d'attente possible, à la fois ça sert le festivalier pour son expérience et ça le sert en tant que consommateur et donc qui va générer des recettes d'argent en plus pour le festival. Je le vois cette année, on a l'impression de sortir de l'âge de pierre, mais on ne le faisait pas avant, on fonctionnait qu'avec des tokens. On a mis des TPE au bar. Et ben les ventes du bar alors elles n'ont pas explosé, mais elles sont supérieures à ce qu'elles étaient les années d'avant. Parce que les gens, avant, tu rentres dans le festival, tu as attendu 20 minutes, tu vas au token, tu attends 20 minutes, tu vas boire ton coup. En 1 heure de festival, tu as attendu 1 heure. Alors que si tu rentres, alors déjà, au niveau de la billetterie, voilà, tu scannes, ou alors par exemple, plus de billetterie, d'achat de billetterie sur place, tu mets des gros QR codes à l'entrée, les gens peuvent acheter leurs billets en scannant directement à l'entrée du festival. Pareil, tu réduis le temps d'attente. Et là où avant, tu mettais 1 heure à enfin arriver devant l'artiste pour écouter ton concert avec une boisson, là, tu y es en 20 minutes. Et tout le monde y gagne. Le festivalier y gagne, le festival y gagne. Donc, la gestion des flux de public, pour moi, c'est une des clés, quoi. Et ça me fait penser à ce que tu disais là, quand tu parlais du Lost Village. C'est vrai que j'aimerais bien voir, ça a attiré mon attention, parce que ça a l'air d'être ça que tu racontes, quoi, ce festival avec plein d'expériences, avec plein de spots différents. C'est vrai. Et puis là, ça me fait penser aussi, comme tu parlais des moyens de paiement, il y a eu toute une évolution où, à l'époque, en effet, tout le monde était au cash. Puis, il y a eu la révolution, il y a quelques années, du cashless, qui est arrivé notamment avec WizEvent, où c'est quand on recharge notre bracelet, notre petite carte ou autre, et qu'on peut payer directement au bar. Et à la fois cashless et aussi accès aux différentes zones. Oui, parce que c'est accès là intrasite, voilà, bien c'est sûr. là, même d'ailleurs, je le vois là, je bossais au Delta cet été. Tout le monde avait le même badge, mais même les techniciens et compagnie, par contre, tu pouvais te faire biper. Tout à fait. Donc à la fois, tu avais l'argent, le cashless, et en plus l'accès aux zones, quoi. Complètement. Mais le truc, c'est qu'en effet, peut-être que le problème principal, finalement, sur un festival, c'est attendre, comme tu viens de le dire. Ouais, t'attends parfois pour pouvoir prendre ton billet, quand il y a des files d'attente. Parfois, il y a même des files d'attente au moment d'acheter ton billet. Les toilettes aussi. Les toilettes, mais ça, juste une mini parenthèse, J'allais le dire, entre 2022, on était sur, je crois, 12 toilettes, c'était ridicule. Là, je suis passé sur 26 ou 30 peut-être. Et alors déjà, pour moi, c'est inadmissible de devoir attendre. Notamment c'est les femmes qui en pâtissent, parce que les plus grandes files d'attente, elles sont là-bas. Donc tu gâches un peu leur expérience. Oui, oui, puis, les femmes en bâtissent parce que c'est plus long, mais parfois quand t'attends une femme qui est aux toilettes, t'attends aussi toi les gens qui sont aux toilettes. Entre les moments où c'est toi qui vas aux toilettes et les gens que t'attends qui vont aux toilettes, le temps où tu recharges ton bracelet, le temps où tu vas payer. En effet, tu fais x2 sur les toilettes, et ben t'as l'impression que ça te coûte plus cher, mais tu vas le gagner ailleurs, l'argent. Les gens, ils vont, voilà. Et qu'est-ce que tu penses de la nouvelle, ce qui arrive de plus en plus, je trouve, c'est ce qu'on appelle le tap to pay. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de cash. C'est pas non plus du cashless où tu as une carte rechargée. C'est juste que partout, que ce soit à la fois sur tes stands, tes bars et autres, c'est juste du sans contact. Alors ça, je l'ai vu notamment aux Amna cet été. C'est la première fois que je le voyais avec les stands des artisans qui étaient eux aussi, qui passaient par ce cashless. Alors ça doit être, je pense, ça doit régler vraiment pas mal de problématiques sur les événements de grande ampleur. Par contre, sur un événement intermédiaire ou de plus petite capacité, je pense que alors déjà, vu que ça coûte plus cher, c'est moins intéressant. Mais pour moi, ça, c'est vraiment sur les événements de grande ampleur, parce que ça règle à la fois la question des paiements et la question des accès. Donc c'est intéressant, mais voilà, je pense que pour franchir le pas, faut être un gros, quoi. Sinon, c'est moins intéressant. Ça tiens. Ensuite, moi, ça règle aussi des problèmes, notamment au niveau des stands. Parce qu'il y a toujours cette question des stands. Combien on en met et combien on les facture et comment et puis surtout, comment les gens payent. Parce que normalement, tu demandes pas de cash sur le festival, et puis tu as des stands qui vont encaisser en cash. C'est toujours une galère, de fixer la redevance des stands, c'est une galère. Moi, le problème que j'ai avec les stands, c'est ça. C'est que
combien on fait payer l'emplacement. Ouais. Un forfait ou un pourcentage. Exactement. Mais si c'est que du cash, tu peux pas savoir le pourcentage. Et puis tu vas pas faire payer la même chose à un food truck qui va faire vachement d'argent qu'un mec qui va faire des massages nomades ou qui va faire des bijoux faits main. Ils font pas le même chiffre d'affaires, donc tu peux pas leur demander le même prix. Et en même temps, il y a l'écueil de dire on va faire ça gratuit. Sauf que si c'est gratuit, t'es même pas sûr que les gens viennent. Alors ça, c'est ce que j'allais dire. Moi, j'ai eu ce problème-là où les gens, comme c'est gratuit, au dernier moment, ils vont capter qu'ils viennent pas. Et du coup, c'est l'expérience globale des festivaliers qui en pâtit. Et finalement, derrière, tu t'en as pas. Donc, d'avoir ce genre de système où c'est une manière il y en a d'autres, mais de pouvoir ça simplifier. Et puis tu te dis, voilà, chaque stand, on va prendre 10-20% de chaque transaction, et puis ça sera corrélé justement à leur chiffre d'affaires. Pour l'avoir vécu en tant que festivalier, c'est vrai que ça simplifie. Ensuite, en tant que... voilà, c'est ça. Mais je pense que sur un événement de grande ampleur, même si tu as des frais, ce que tu gagnes même en libération de la charge mentale, quoi. Parce que tu es là, tu te demandes le stand, alors si tu veux au pourcentage, est-ce que le mec, il a vraiment déclaré le nombre de repas et tout, tu t'en fous. Là, au moins, ça passe par le... Puis bon, de toute façon, voilà, les solutions digitales maintenant sont là. On est obligé d'y passer, quoi. Voilà, pour peut-être qu'à terme, ça se fera uniquement par le téléphone des festivaliers. Alors bon, le bracelet restera toujours, on l'espère quand même. Mais pourquoi pas, voilà, imaginer des solutions avec les téléphones au milieu. On verra. De toute façon, sur les festivals, il y a énormément de perspectives d'évolution. On conclura par ça, notamment peut-être en termes d'écologie. Qui est une des problématiques, mais pour toi, quel est le festival du futur ? Est-ce des événements de grande ampleur ? Est-ce que c'est des événements à petite capacité ? Est-ce que c'est peut-être des événements digitaux, c'est-à-dire chacun dans son canapé avec un casque VR ? Toi qui voyages pas mal de par le monde, qu'est-ce que tu penses du festival du futur ? Pour moi, le festival du futur, c'est avant tout un festival différent de l'année précédente. C'est déjà toujours avoir une évolution, toujours chercher à être avant-gardiste, que ce soit à la fois sur l'écologie, mais aussi sur les différentes technologies. Parfois, je prends un exemple, mais demain, tu fais un festival même d'accordéon. On est d'accord que l'accordéon, c'est un truc à l'ancienne. Mais si demain, j'avais un festival d'accordéon organisé, j'intégrerais de la VR, j'intégrerai des nouvelles technologies, et chaque année, même si je chercherai toujours à apporter quelque chose de nouveau, malgré que ce soit quelque chose qui puisse être connoté dans le temps. Donc déjà, c'est à chaque fois réfléchir à améliorer l'expérience, voir qu'est-ce qui se fait de mieux chaque année. Ensuite, sur la taille, je pense qu'il y aura... L'avenir est clairement pas au gros festival. Ensuite, je pense qu'ils existeront toujours. Les très gros, type Coachella, type le Hellfest. Après, peut-être que ce seront les festivals qui ont été rachetés par de grands groupes. On voit donc Vivendi qui a racheté des festivals en France et qui en même temps est propriétaire de Universal Music, ou Live Nation qui est un tourneur mais qui est aussi propriétaire de festivals. Et donc à la fois ils ont les festivals, ils fixent aussi le cachet des artistes. Et il y a certains festivals indépendants qui se retrouvent comme pris entre le marteau et l'enclume à devoir se plier parce que le jeu de la concurrence ne joue pas vraiment. Donc cette concentration, peut-être, est-ce que c'est le futur ou est-ce que au contraire ça fera la mort du festival ? Ça, c'est une bonne question. Mais je pense que c'est une question d'économie même globale. Les fusions-acquisitions, dans tous les secteurs d'activité où il y a des concurrences maintenant. En général, la logique est de plus on est gros, moins on a de chances de mourir. Too big to plus, fail. Too big to fail, exactement. Et plus tu vends de tickets, plus tu as des organisations, plus c'est censé être solide. Ensuite, il y a des visions un peu différentes aussi selon les pays. On se rend pas assez compte, mais les Américains, les États-Unis, c'est un pays continent. C'est un pays qui a toujours eu des millions de ressources, et les faire penser comme nous, c'est un peu compliqué. Mais je pense que l'avenir, ça va être des festivals à taille humaine, à échelle humaine, qui seront peut-être complets 2, 3, 5 mois à l'avance, mais qui chercheront par thématique, par identité à se développer, à augmenter éventuellement, à améliorer l'expérience et augmenter le ticket moyen, sans forcément accueillir plus de monde. Mais toujours en étant certain de son positionnement, comme tu disais en intro. Bon, Edgar, voilà, ce podcast s'achève. J'ai envie de dire qu'il y aura une suite, je l'espère. Pourquoi pas avec un troisième invité. Avec plaisir. Écoute, parce que des choses à dire...
on en a. On a essayé de bien cadrer la chose, mais forcément, ça part un peu dans tous les sens, même si on a réussi à suivre le fil. Merci en tout cas d'être venu. Franchement, c'était cool pour une première expérience filmée. Voilà. Et ben, ravi d'avoir passé ce moment avec toi et à très bientôt. Eh ben, pareillement, Vincent. Merci de ce moment et à très vite.